Et avec vous également, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de débat, tous ensemble, et également avec vous au 0800 26 300 300, mais également vous avez la possibilité, vous le savez d'ores et déjà, de vous exprimer sur les réseaux sociaux de Sud Radio. On vous attend nombreux aujourd'hui avec plusieurs sujets. Ce matin, on va parler d'Emmanuel Macron et de sa visite marathon samedi au Salon de l'Agriculture. Alors en plein débat sur les retraites et la crise climatique, le débat avec les Français est-il encore possible pour le chef de l'État? On se posera ces questions. Quand on a vu toutes ces images d'un président pris à partie par les jeunes militants du climat samedi et visiblement agacé de ne pouvoir parler avec eux. Il sera également question toujours d'Emmanuel Macron qui demande aux Français de faire un effort supplémentaire pour pouvoir soutenir l'agriculture française. Est-ce que vous êtes prêts à ça? On parlera également des retraites justement puisque le débat s'ouvre demain au Sénat de majorité de droite et le patron des sénateurs LR qui fait monter les enchères et visiblement ça marche. Le gouvernement est open. Finalement, est-ce que c'est pas la droite qui va faire passer la réforme des retraites et faire avancer aussi le texte? Et puis la consultation, c'est le généraliste. La Sécu propose aux médecins de la facturer 30 € désormais, à condition qu'ils fassent plus d'engagement pour l'offre de soins, lutter contre la désertification. Les médecins sont vent debout. Est-ce qu'on doit forcer les médecins à faire plus contre 30 € la consultation chez le généraliste? Là aussi, c'est des questions qu'on abordera avec nos trois débatteurs du jour. On va les saluer tout de suite. Benjamin Cauchy. Bonjour Benjamin. Bonjour et bonjour à tous. Chef d'entreprise, on vous connaît bien sur Sud Radio. On est également ce lundi matin avec Régis de Castelnau. Bonjour Régis. Bonjour Christine, bonjour Benjamin. Comment va ce début de semaine, Régis, avocat? Moi, je suis rentré de la Réunion il y a 8 jours et pour retrouver la neige. Oui. Là, on fait un petit coucou à tous les gens qui voient tomber les flocons. Ça tombe bien, c'est dans des régions, en l'occurrence, où les enfants sont en vacances, donc c'est plutôt sympa pour eux. Moins sur la route parce que c'est toujours un spectacle délicieux de voir les gens voir tomber les flocons et prendre leur véhicule surtout. Et également Nicolas Genté. Bonjour Nicolas. Bonjour Christine. Directeur des centristes conseillers de Paris qui est ravi puisque le PSG a gagné hier soir. Je suis ravi. 3-0. Quel match. 3-0, je m'étais arrêté à 2 moi. Non, 3-0. Mais ce qui est exceptionnel, c'est quand même le mental. C'est normal. Mbappé. Moi, je suis mais gaga devant ce mec. Une soif de revanche quand même. On va pas faire du foot pendant une heure. On jouait au Vélodrome. Et il a marqué 3-0. Enfin, c'est incroyable. Il y a comme une humiliation. 2 buts. Je voulais avoir l'avis du grand spécialiste football, Régis. Vous en pensez quoi? Non, grand spécialiste. Moi, je suis passionné. Comme tu soutiens qui, Régis? Pas spécialement le PSG. Plus jeune, je soutenais Nantes. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais c'est fini, la belle période de Nantes. Je soutiens la France, bien évidemment. Et alors, Mbappé, c'est véritablement une pépite hors norme, quoi. Dès le début, je me suis dit, parce que moi j'ai un avantage, un privilège. J'ai vu jouer Pelé. Et quand j'ai vu arriver Mbappé, je me suis dit, c'est un peu de même essence, quoi. Voilà. Bon, c'est... oui, moi je suis d'accord avec vous, là, sur Mbappé. Chaque fois que je le vois jouer, c'est un plaisir. Ce garçon est invraisemblable. Et on a vu cette image après dans les vestiaires où il disait le patron, en fait. C'est lui le patron. Il remerciait tous ses potes en disant, allez, on a fait une belle journée de travail. Une belle journée de travail, d'ailleurs. On revient à la valeur travail. On commence pas par là, d'ailleurs. Souvenez-vous de Sandrine Rousseau qui s'est inquiétée à l'Assemblée nationale si Mbappé devait jouer jusqu'à 50 ans. Petite parenthèse. Benjamin. Moi, je veux bien qu'il joue jusqu'à 50 ans. Oui, mais il n'ira pas aussi vite. Je pense pas avec les blessures, notamment. Chez les vétérans, peut-être. Messieurs, vous me pardonnerez mon petit chauvinisme d'adoption, mais je voudrais juste quand même rappeler que le TFC, l'équipe de Toulouse, brille par succès sur succès pas hier soir. Pas hier soir, mais qu'importe, c'est une petite aléa dans cette belle aventure. Enfin, Nicolas. Je vous provoque. Moi, j'ai qui ne connaît pas ce qui se passe derrière, de l'autre côté du périphérique, et on va tâcher de parler d'actualité, c'est un grand moment. Exactement. Bon, on peut être soulagé en tous les cas aussi, parce qu'on est sur Sud Radio pour notre 15 de France qui hier s'est imposé. Alors effectivement, vous êtes content, le pays du rugby. Vous aussi, non? C'est l'équipe de France. C'est le pays du sport, mon ami, c'est le pays du sport. Voilà, donc on a terminé la lecture de l'équipe. On va passer aux choses. France dimanche maintenant. On va passer aux choses sérieuses avec vous, mais vos coups de cœur et vos coups de gueule, surtout aux uns et aux autres, avant d'attaquer les menus du jour. Régis, coup de gueule. Régis, c'est toujours un coup de gueule. Non, la semaine dernière. Non, c'est pas vrai ça. Il m'arrive, mais là, en ce moment, l'actualité n'est pas tellement pourvoyeuse de bonnes nouvelles.
c'est Bachelot qui, comme d'habitude, vient dire des bêtises. C'est pas une imbécile, loin de là, hein, je pense, mais elle a le don d'être un petit peu. Il y a un côté chaisière que je n'aime pas. Et là, elle est venue dire à propos de l'affaire Palmade, dont on parle beaucoup, trop peut-être. Elle est venue dire, oui, ce que ça raconte, c'est que la France est le pays de la haine des riches. Non, Madame Bachelot. Régis, ce qu'on va faire, parce que peut-être que tous nos auditeurs n'ont pas entendu, ni vu, ni suivi l'extrait qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, on va l'écouter, ce passage de Roselyne Bachelot. C'était chez nos confrères de BFM. Alors bien sûr, on sait bien que l'aspect people de l'affaire, le feuilletonnage aussi, crée du buzz dans l'opinion publique, mais je pense qu'il faut aller au-delà de cette écume. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit d'abord que notre société française est traversée par une sorte de haine des riches, et chaque fois qu'il y a ce genre d'affaires people, derrière, par définition, le riche est quelqu'un de mauvais qui non seulement vole les pauvres, mais leur veulent du mal. Oui. Alors, Régis, donc vous réagissez et vous répondez à Roselyne Bachelot sur cette lecture de l'affaire Palmade pour elle. Oui, mais je l'ai dit, c'est le feuilletonnage, elle a raison. Mais attends, ce que ça raconte, c'est la seule chose qu'elle retient. Moi, dès le début, je suis intervenu, j'ai écrit un article dans Front Populaire là-dessus. Ça raconte d'abord une façon de fonctionner de la France d'en haut, quand même. C'est-à-dire la drogue, c'est-à-dire les orgies, c'est-à-dire... pas seulement d'en haut, hein. Oui, attendez, d'accord, pas seulement d'en haut, mais qui s'autoprotège, parce que dans un premier temps, tout le monde est venu à son secours, on nous a annoncé, Muriel Robin arrive, Mimi Marchand arrive, etc. Et je suis tout à fait désolé sur l'utilisation de la cocaïne. Je vais reprendre un petit exemple. Il y a un parlementaire qui s'appelle Emmanuel Pellerin, un parlementaire Renaissance qui a été pris c'est un consommateur. Il montrait sa drogue à son fils. Il y a eu un signalement fait au parquet. Le parquet a immédiatement classé sans suite. Et la chancellerie, il l'a reconnu, l'a informé en violation de la loi sur le secret de l'enquête, l'a informé de ce qui concernait. Et depuis, silence de mort. Depuis, silence de mort, ce monsieur n'aura aucun problème. Mais sur le constat que ce sont des infractions pénales. La consommation, c'est une infraction pénale. Ce gars est tranquillement retourné à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai un problème. Je suis désolé. Le spectacle donné justement par le people, le spectacle donné par les professeurs de morale qui passent leur temps à venir dire faut faire ci, faut faire ça, les cérémonies des Césars, c'est pas bien, etc. Donne un spectacle, la haine des riches, ça s'appelle la lutte des classes, oui, tout simplement, mais je suis désolé, ce que raconte l'affaire Palmade, c'est pas joli concernant les hautes sphères de la société. Alors, tout. Alors, on saura dans la matinée si d'ailleurs il doit aller, enfin si le juge demande et obtient son placement en détention provisoire. Nicolas, sur la consommation de... Non mais je suis encore plus en colère que Régis, parce que moi j'ai écouté Roselyne et elle disait à un moment, oh mais de toute façon Pierre Palmade, comme tous les autres, il s'en sortira jamais. Non mais comme tous ceux qui sont dans ce cas-là, ils s'en sortiront jamais, parce que être addict à l'alcool, à la cocaïne, au chemsex comme on dit, on peut pas s'en sortir. Mais quel mauvais message elle a passé l'autre jour sur BFM. Enfin aujourd'hui, un tiers des addicts arrivent à s'en sortir. Oui, c'est difficile. Oui, le sevrage est difficile. Oui, il y a ce phénomène de craving qui fait qu'on a envie encore plus de s'en sortir. Oui, Pierre Palmade a récidivé. Mais un tiers peut pas laisser passer ce message à la télévision en disant ils sont foutus et ils s'en sortiront jamais. Non, on peut s'en sortir, et un tiers s'en sort. Je rajoute juste un truc. Monsieur Magimel, déjà plusieurs fois condamné. Attendez, c'est une hypocrisie extraordinaire. Tous ces milieux consomment de la drogue, l'achètent, sont fournis. Oui, alors attention, Régis. Benoît Magimel, triomphe au tu César, parles de ces milieux. C'est un grand consommateur. Oui, mais attention, Régis, tu parles de ces milieux. Moi qui m'occupe beaucoup de ces problèmes de toxicomanie, ça touche tout le monde, absolument. Et notamment les milieux ruraux. Oui. Aujourd'hui, il y a une déferlante de cocaïne dans tous les ports de France. On en a parlé, j'en avais fait un coup de gueule la semaine dernière ici sur cette radio. C'est très important et ça touche tous les milieux sociaux, parce que c'est devenu moins cher et on le trouve
partout en bas de chez soi, même dans les petits villages. Oui, et d'ailleurs, tout à l'heure, on recevra à 10h Olivier Delacroix, le journaliste qui signe ce documentaire dans Les yeux d'Olivier, diffusé ce soir, où justement il est interrogé des monsieur et madame tout le monde qui sont tombés dans une addiction un jour et comment ils en sont sortis, après quel cheminement et chemin de croix. On y arrive, il faut donner un peu d'espoir. Un peu d'espoir, sinon, mais surtout pour les... Rosine, désolé, mais... Voilà. On continue. Benjamin, un commentaire sur l'affaire Palmade. Mais moi, je prie le Seigneur chaque matin pour que les médias se décident enfin d'arrêter de parler de cela. Je crois qu'on a vraiment des problèmes dans notre société pardonne-moi, qui sont bien plus graves. Alors si la France avait besoin de trouver un ennemi commun pour conjurer la colère qu'il y avait dans la rue, je trouve que c'est parfait. Vous avez trouvé l'exemple parfait pour cristalliser la colère des Français. Et pendant ce temps-là, on parle pas de la retraite, on parle pas des millions de Français qui ont du mal à remplir le frigo. J'ai pas joué au gauchiste de service parce que c'est pas mon habitude, mais je trouve que Pierre Palmade est instrumentalisé par de nombreuses personnes pour canaliser la colère des Français. Bien sûr qu'il a fait des conneries, la justice doit faire son travail. De là en faire, je parle pas pour Sud Radio, mais j'ai allumé ma télé hier sur la chaîne 15, j'ai éteint la au 15, bout de la 3... 16, la 15, non, je sais la 15, mais qu'importe. Mais quoi qu'il en soit, il y a une sans jeu de mots, il y a une surcharge de l'affaire Palmade dans les médias. Mais après, Benjamin, il y a une hypocrisie. Et après, il y a peut-être aussi une forme d'hypocrisie. Si on en fait autant, c'est parce qu'il y a aussi le public regarde. Enfin, je veux dire, les gens. Oui, mais enfin, on peut appeler ça des choix éditoriaux. C'est un feuilleton que les Français adorent, certes. Mais sur le fond, ça a au moins ouvert un problème. Ça a ouvert un problème sur le problème de la drogue. Pas de Palmade, là. On ne parle pas. Attendez, messieurs, attendez. Il y a 2000 ans, on avait du pain et des jeux. Aujourd'hui, on a des chèques carburant et Pierre Palmade au milieu. Et on se demande s'il va falloir lever le pouce ou baisser le pouce. Qu'on le laisse tranquille. Il a fait des conneries, il paye, que ça serve de leçon et d'exemple à d'autres. Notamment pour. Il faut arrêter d'en faire trop. C'est d'abord un accident de voiture de quelqu'un qui avait pris de la drogue. Donc il doit être réprimandé là-dessus. Après, ça ouvre le débat sur l'importance de la drogue aujourd'hui en France et cannabis, cocaïne, chemsec, enfin tout ce qu'on veut. Et ça, on n'a pas ouvert les yeux et on n'a pas de politique publique contre la toxicomanie pour prévenir et lutter contre la toxicomanie. Allez, on va s'arrêter tout de suite parce qu'on doit marquer une pause. On va se retrouver dans un instant. On va continuer avec nos coups de cœur et nos coups de gueule et nos 3 débatteurs du jour, Benjamin Cauchy, Régis de Castelnau et Nicolas Jeantet. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Et en compagnie de Benjamin Cauchy, Régis de Castelnau, Nicolas Jeantet et vous au 0800 26 300 300. Mais vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux. Alors après le coup de gueule de Régis, Nicolas, pareil. Un autre coup de gueule. Et oui, à un moment où il fait froid. Il fait un peu plus froid, qu'il y a de la neige à Marseille, qu'il y a de la neige à Toulouse ou de la neige à Nice. À Nîmes. Ouais. À Nîmes, on oublie aujourd'hui que des milliers de gens dorment dans la rue. La dernière nuit de solidarité, vous savez, on n'entend plus parler. Oui, justement, cette nuit de solidarité chaque année permet de recenser le nombre de sans-abri. C'était il y a pas longtemps. Et à Paris, il y a une augmentation de 16%. 3015 personnes dorment dans les rues, notamment 105 mineurs. Et à Marseille, c'est autour de 400 personnes. Et à Toulouse, c'est chaque nuit autour de 150 personnes quand même qui dorment dans la rue. Alors je n'arrive pas à comprendre que la France, qui est une société moderne, performante, à l'exemple du monde entier, aujourd'hui fait dormir dans la rue la nuit des femmes, des enfants et des familles entières. Alors je sais que début février, il y a eu un appel de 20 maires de gauche disant qu'il fallait une nouvelle loi de programmation et de planification de places d'hébergement, encore des grands mots socialistes. Aujourd'hui, je suis désolé, Olivier Klein, on a un ministre, je ne sais même pas si vous connaissez son nom, ministre du logement et de la ville. Aujourd'hui, j'attends d'Olivier Klein une réponse. Le gros problème, il est où? Il est qu'aujourd'hui, on n'a plus de places d'hébergement d'urgence. Ces places d'hébergement d'urgence, en fait, c'était des hôtels réquisitionnés, et notamment des hôtels qui ont été réquisitionnés pendant la période Covid. Il y a à peu près 200 000 réquisitions chaque année. D'ailleurs, le gouvernement voulait les baisser à 180 000 et heureusement, il y a une pression des associations. Ça se passe comment? L'État donne de l'argent aux départements, les départements donnent de l'argent aux travailleurs sociaux qui achètent au fur et à mesure, tout simplement, des places. On le fait beaucoup, nous, dans le 15e, pour les femmes victimes de violences. On achète des places à la dernière minute dans des hôtels. Sauf qu'aujourd'hui, les hôtels, le Covid est fini. Ils ont envie de retrouver leur vocation touristique, notamment à l'approche des grands événements, Coupe de rugby, les Jeux Olympiques, et puis même la nouvelle saison. Et donc aujourd'hui, il y a plein d'hôtels aujourd'hui qui reprennent leur vocation première, et donc il y a, je vous le dis franchement, des mises à la rue sèches, on appelle ça sèches, dans la rue, de familles, d'enfants, et nous n'avons pas de place. Donc voilà, un coup de gueule, encore une fois, contre le gouvernement, contre le préfet. Alors, j'en ai assez aussi de ce jeu de ping-pong permanent, c'est pas ma faute, c'est à la faute de l'autre, notamment ce ping-pong
permanent entre la ville et l'État. C'est pas ma faute à la mairie, c'est la faute à la préfecture. Et puis inversement, il faut un moment que tout le monde se mette autour de la table, les associations comprises, et qu'on construise des places d'hébergement. C'est pas compliqué quand même. Quitte à d'ailleurs mouiller le privé. Le privé peut, au lieu de faire des profits, sur les profits, on pourrait très bien créer et construire des places d'hébergement pour ces sans-abri. C'était vraiment aujourd'hui inadmissible. Il fait froid et aujourd'hui, je le rappelle, des familles, des enfants dorment encore dans la rue. Mais il fait froid et la situation des sans domicile fixe, l'été n'est pas mieux. Mais l'été n'est pas mieux d'ailleurs. Hein. Benjamin. Juste un point là-dessus. Il y a effectivement, tu parles de cette crise du logement pour des centaines de milliers de personnes qui vivent dans la rue. Moi, je vais aller encore un petit peu plus loin. Si on doit parler d'ascenseur social par le logement, encore faut-il qu'il y ait des logements sociaux suffisants également pour que, par exemple, des gens qui n'ont pas les moyens, à cause des taux d'intérêt aujourd'hui, de pouvoir rester dans le parc locatif. Il y a un déficit de logements en location partout. En Haute-Garonne, c'est une catastrophe. Et on va même aller plus loin. Les gens qui veulent acheter un logement, 4 dossiers sur 10, 41% en Haute-Garonne, des dossiers de prêt tombent à l'eau. Donc on a carrément un blocage de la crise du logement. Et ce que j'attends de Monsieur Klein, c'est effectivement d'aller tendre la main aux gens qui sont dans la rue. Et moi, c'est vraiment le truc qui me fait dresser le poil sur l'épiderme. C'est insupportable de voir des gamins qui dorment dans la rue. Je fais pas de violon, mais c'est une réalité. En revanche, la chaîne est grippée parce que les gens ne partent plus du parc locatif parce qu'ils ne peuvent plus acheter de logement. Et nous avons un cercle vicieux. Avec un taux d'usure à 3%, des taux d'intérêt à 4%, il y a des gens qui ne peuvent plus. Oui, là, donc je vais aller... Alors attention, mais ce que je veux dire par là, si on prend uniquement le problème de la résolution des logements d'urgence, ça nous fait occulter complètement toute la chaîne locative. C'est important parce que c'est le SAS avant le logement social. À Paris, je finis. Et donc à Paris, j'ai un peu te titiller. La question pour les logements, c'est de se dire aussi que le parc locatif est trusté par Airbnb. Et donc, à un moment donné, ça grippe aussi le problème d'accès au logement. Ça, effectivement. Voilà. Mais c'est une réalité. Les centres d'hébergement d'urgence sont importants parce que c'est le SAS avant le logement social. Il faut aider pendant 1 ou 2 mois les gens à se reconstruire tranquillement. Si t'as pas de logement social, tu donnes juste bonne conscience. Après, effectivement, il y a le problème du logement social. Vendredi, j'étais en Maraude, par exemple, et le SAMU social me disait qu'ils ont perdu 2500 places d'hébergement d'urgence. C'est incroyable. C'est le premier SAS. Régis, on a l'impression quand même que ce sujet des sans-abri... Ce qui me frappe d'abord, c'est abominable. Je veux dire, moi, quand je suis à Paris, j'y suis de moins en moins. Je vois bien il y a des espaces près de la gare de Lyon où voir les gens dormir dehors, c'est véritablement un crève-cœur, crève-cœur, enfant ou adulte d'ailleurs. Hein. Mais ce que je veux dire, rappelez-vous, il y a 20 ans. Lorsque Jacques Chirac a fait adopter la loi sur le droit au logement opposable, c'est-à-dire que l'État engage sa responsabilité s'il n'est pas en capacité de loger les gens. Bien, à l'époque, c'était un sujet extrêmement important. C'était une des premières préoccupations des maires. Moi, je me rappelle, j'avais écrit un petit bouquin technique qui s'appelait « Le maire et le logement social ». Mais c'est terminé, on n'en parle quasiment plus. C'est devenu un thème qui n'est plus politiquement porteur. Enfin, et rappelez-vous, vous savez, le long du canal Saint-Martin, il y avait eu cet acteur qui avait installé des tentes, etc. Mais ça, alors on parle des hébergements de migrants beaucoup, mais pour ce qui concerne les sans domicile fixe enfin, je ne veux pas faire de différence, nationaux, c'est plus un thème le logement. Général, et Benjamin a raison, c'est une question globale. C'est-à-dire que il y a une chaîne concernant le logement d'urgence, qui est le SAS pour ensuite aller vers le logement social et revenir dans la vie sociale. Est-ce que du coup, comme la machine est grippée, parce qu'on le voit bien, il y a un problème de foncier pour pouvoir aussi, il y a un problème aussi de financement des logements sociaux. Est-ce qu'il ne faut pas revenir sur une question que pose notamment l'association Droit au logement ou tout simplement la Fondation Abbé Pierre, c'est la réquisition des logements vides? Ah, moi, je suis totalement contre. Enfin, ça, c'est pas en réquisitionnant le janvier qu'on va trouver la solution. Non, réhabiliter des anciens bureaux. Il y a de plus en plus de télétravail, donc il y a des bureaux qui se libèrent. En centre d'hébergement d'urgence, oui, pourquoi pas. Mais là aussi, c'est pas ça. Un centre d'hébergement d'urgence, c'est vraiment des appartements privés de courte durée dans lesquels on essaye de reconstruire les sans-abri avec des psychologues, des travailleurs sociaux. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, on a identifié les sans-domicile fixe. On sait qu'ils sont plus de 100 000 en France. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est comment on n'arrive pas à les mettre tout de suite à l'abri. Parce qu'on n'a pas construit assez de centres d'hébergement. Tout simplement, c'est ça. Comme le dit Régis, il y a quelques années, le logement, c'était une des priorités nationales. Depuis quelque temps,
On a complètement mis ça sous le tapis. Petite phrase, sa prise de fonction, c'est qu'il ne voulait plus de gens à la rue. Oui, c'est un choix politique, bien sûr. Et clairement, là, en Haute-Garonne, juste pour finir là-dessus, j'ai discuté avec des maires aux alentours de l'agglomération toulousaine. Le problème, c'est le prix du mètre carré. Et donc, les bailleurs sociaux ne veulent plus non plus investir parce que ce n'est plus rentable pour eux. Parce que même si c'est un logement social, ils ont quand même une obligation de rentabilité, enfin, à défaut de rentabilité, au moins d'être. C'est pour ça que pour accéder à un logement, il faut quand même avoir un salaire, parce que sinon les bailleurs sociaux refusent de vous attribuer un logement. Intrinsèquement, indépendamment de la personne qui va aller dans le logement. Évidemment, la ville de Paris a pris tous les loyers d'un seul coup de 20 ans pour... voilà. Bon, il y a un bras armé qui s'appelle la Caisse des dépôts qui aide effectivement au fonctionnement de tout ça. Et le livret. Et notre livret qui a pris 6%. Oui, qui sert. Voilà, servons-nous des intérêts du livret pour construire des centres d'hébergement. Mais il faut trouver du foncier. Et aujourd'hui, la loi Egalim, il y a une loi qui limite la possibilité de construire. Donc il y a une vraie tension autour de ça. L'heure tourne. Benjamin, on parle de la sécheresse, parce que même si aujourd'hui il fait pas super beau partout. Oui, alors c'est à la fois de l'empirique et puis ce que j'ai lu hier dans le JDD. Dans le JDD hier, il y avait une interview de Christophe Béchu, voilà, notre ministre de l'Environnement, qui a alerté en même temps qu'Emmanuel Macron sur la sécheresse qui allait arriver, et la sécheresse qui est déjà présente. On a des réserves, on a déjà des réserves qui sont phréatiques qui sont à 2 mois de retard. On a par endroit un équivalent à fin août. J'étais il y a quelques jours en Ariège, je pense au lac de Goulour, qui était gelé mais qui avait plus d'1,50 m inférieur à son niveau normal. Je pense au lac de Montpitol, pas très loin de Toulouse, qui est une retenue collinaire qui a plus de 2 mètres de moins que le niveau normal. Donc il y a une véritable inquiétude. Quels sont les modes d'action? Faire en sorte que tous les systèmes de canalisation et d'adduction en eau soient rénovés, puisque là on perd quasiment 30% de notre capacité d'eau. C'est développer les retenues collinaires et puis demander aux exploitants agricoles de faire des efforts. Et là, pour le coup, j'ai entendu le président de la FNSEA Occitanie qui disait non mais nous on les fait déjà les efforts. Donc là, plutôt c'est ni un coup de gueule ni un coup de cœur, mais plutôt un coup d'alerte et une prise de conscience sur le fait que, l'année prochaine, enfin pour cette année, il y a 18% de maïs qui ont été semés en moins. En revanche, on va semer du tournesol en plus parce que le maïs consomme plus d'eau que le tournesol et nous avons à peu près 500 000 têtes de bétail qui vont disparaître parce que c'est pareil, le coût de l'énergie et notamment l'eau fait que les éleveurs ont des véritables problèmes pour pouvoir continuer à nourrir et faire boire leurs élevages. Donc coup de gueule, attention, et il y a un véritable problème. Il y a quelques départements qui ont déjà fait des restrictions d'eau, piscine et compagnie. En plein hiver, ce qui n'était jamais arrivé. En plein hiver. C'est un vrai sujet. Mais Régis, là-dessus, rapidement, est-ce qu'on va vers la guerre de l'eau? Parce que certains le prédisent, tout simplement, et pas à l'étranger, pas loin de chez nous, c'est chez nous. On a un problème tout à fait considérable. Mais sur ce que disait Benjamin, moi, j'ai vu concernant les délégations de services publics, d'assainissement et de distribution, la perte en ligne est considérable. Et nos infrastructures publiques sont fatiguées. Il n'y a pas qu'aux États-Unis, où les trains déraillent. Nous, on a, enfin, je veux dire, c'est toujours la même chose. C'est là aussi une question politique. Alors, le premier discours qu'on entend, celui du président de la République au Salon de l'Agriculture, c'est il va falloir se restreindre, c'est l'austérité, etc. Bien évidemment, il faut faire des économies. Et je suis pour qu'on mobilise les gens, pour qu'on les sensibilise. Mais il y a aussi une volonté politique qui doit être extrêmement présente sur les infrastructures, sur la gestion des ressources, sur l'obtention des ressources aussi. J'essaie de comprendre ce qui se passe parce que effectivement c'est récurrent. C'est la question du réchauffement climatique. Voilà. Et va se poser très certainement, et on va s'arrêter là-dessus aussi. On y reviendra certainement sur Sud Radio. C'est le vrai prix de l'eau, comme on a connu le prix de l'électricité ou le prix du gaz. Le vrai prix de l'eau que l'on paye nous au robinet et celui qui coûterait vraiment si on devait mettre à niveau ne serait-ce que nos réseaux d'eau potable, c'est un vrai sujet et un vrai enjeu. Il est bientôt 9h30, on va s'arrêter un court instant, on revient, on va continuer de débattre. Tiens, justement, on va parler du Salon de l'Agriculture qui s'est ouvert ce week-end en présence du chef de l'État et sa petite visite de 14h. On va voir ça dans un instant.
Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Et en compagnie de Benjamin Cauchy, Nicolas Jeantet et Régis de Castelnau. Alors on en vient à notre sujet du matin, puisque le salon de l'agriculture, allez-y si vous êtes du côté de Paris, ne vous gênez pas. Formidable moment, la plus grande ferme de France, salon de l'agriculture, la vitrine de l'agriculture française. C'est porte de Versailles et Emmanuel Macron y a donc passé 14 heures samedi, en plein débat sur les retraites, en plein débat, on vient d'en parler avec la sécheresse, sur la crise climatique. Est-ce qu'il est encore possible que les Français discutent avec leur président? En vue des images que l'on a vues ce week-end, un Emmanuel Macron pris à partie notamment par de jeunes militants écologistes du climat, avec ce t-shirt où il y avait marqué à quoi tu sers. Voilà, et visiblement ça a un peu agacé le chef de l'État. Alors on peut s'interroger sur la pertinence d'interpeller le chef de l'État en plein milieu du salon de l'agriculture, mais on a senti quand même qu'il y avait une forme y compris aussi avec les agriculteurs, on a senti, ou les personnes qui l'interrogeaient sur les retraites, qu'il avait raison et que tous les autres avaient tort. Est-ce que je me trompe en disant ça? Est-ce qu'il est encore possible pour Emmanuel Macron, en tous les cas, de reprendre la main du terrain de la discussion et du débat? En tout cas, je constate simplement que au sein de l'agriculture, il n'a pas du tout parlé des problèmes des agriculteurs, finalement. Ah si, très peu. Sur 14 heures quand même, il a eu le temps. Pas énormément. Sur les pesticides, il n'a rien annoncé. Il a annoncé sur la prolongation de la volaille, rien non plus. Enfin, il y a plein de sujets sur l'agriculture qu'il n'a pas abordé. Tout, effectivement, a été focalisé. Si, il a demandé aux Français de faire un petit effort pour de payer des meilleurs produits. Il vaut mieux, non? C'est pas idiot comme message. On attendait éventuellement d'annonce des mesures importantes. Finalement, il a été pris à partie essentiellement par ce débat qui est, je le répète, à mon avis, loupé de la réforme des retraites. Loupé parce qu'il n'aborde pas les vrais problèmes, la valeur travail, le problème de la natalité, et qu'on reste aujourd'hui sur une réforme qui est systémique, paramétrique, entre guillemets, sur le problème de la retraite, et qu'aujourd'hui, le vrai débat sur l'âge de la retraite, c'était idiot de mettre ce 64 ans, il fallait travailler sur les unités. Il a mis les Français les uns contre les autres. C'est une réforme qui est mal préparée. Alors elle arrive au Sénat demain en commission, jeudi en séance plénière. Je suis pas totalement favorable à ce que proposent les LR, c'est-à-dire un durcissement finalement de cette retraite. Je compte sur mes sénateurs, le groupe Union Centriste, je crois quand même qu'on a 57, pour essayer d'adoucir aussi ce texte, adoucir les mesures que vont proposer les LR sur le senior, les femmes, etc., pour essayer d'effectivement, je le répète, d'adoucir et d'humaniser un peu cette réforme. Mais encore une fois, la réforme, c'est pas une réforme, et on se trompe de message. Voilà, on se trompe de débat. Alors, Régis, on revient sur le salon de l'agriculture, donc la présence d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a raté finalement sa cible en allant au salon de l'agriculture, où il se fait Emmanuel Macron interpellé par des jeunes qui posent la question du climat, avec des questions autour de la réforme des retraites, alors que peut-être qu'effectivement le sujet du jour c'était de parler de la situation de nos agriculteurs? Mais où qu'il aille, il provoque ce genre de choses. Où qu'il aille. Donc il ne peut plus sortir de l'Élysée et de l'international, en fait. Non, mais le problème, c'est que en plus, il fait du Macron. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé un peu les vidéos. Il est toujours goguenard. Il est goguenard comme ça, et clair de dire, moi je sais, vous ne savez pas. Il y a un côté. Alors, il a eu un argument à un moment, je crois, il a dit « Moi, je suis élu par le peuple et vous, par qui ?» Bon, ça, je veux dire, à la limite, bon, c'est de la polémique, mais c'est une visite traditionnelle. Tous les présidents y vont parce que la question de l'agriculture... Là, cette semaine, aujourd'hui, c'est Elisabeth Borne et Éric Ciotti. J'ai pas le programme de toute la semaine, mais ils vont tous y aller cette semaine. Oui, mais tout le monde y va. C'est pas tellement pour l'électorat qui est très peu important. Il y a très peu statistiquement d'agriculteurs en France, mais effectivement, ce genre d'opération médiatique, et il montre ses limites, c'est qu'à chaque fois, c'est de la communication, à chaque fois c'est de la mise en scène, et les problèmes importants et fondamentaux ne sont pas véritablement abordés. Nicolas a raison, et je pense par exemple récemment à la question de la betterave. On est en train de se faire, la filière betteravière française, qui est une des meilleures du monde, est en train de se faire, mais détruire, pour tout un tas de raisons. Par un écologisme irrationnel, etc. Mais malheureusement, on n'a pas l'impression d'avoir quelqu'un qui prend
en charge politiquement ces questions. Voilà, quoi. C'est une espèce de promenade. Aucune mesure n'a été annoncée lors de ce passage. Il a annoncé le maintien de l'aide aux bateaux de pêche de Bretagne. C'est pas une nouvelle, c'est un maintien. Enfin, il y a rien d'extraordinaire. On attendait que le président de la République, lors de ce salon, annonce une ou deux grandes... Les betteraves, comme l'a dit Régis, l'importation des volailles. Les betteraves, ça fait un an que la France est sortie des clous de la réglementation autour du pesticide qui est utilisé aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, je dis bien une fois n'est pas coutume, j'ai pas essayé de prendre la défense d'Emmanuel Macron, mais essayer de comprendre pourquoi il est allé et quel était son objectif en fait en allant au salon de l'agriculture. Et moi, force est de constater que je mets cette visite au salon de l'agriculture dans la suite logique de la visite à Rungis. Et donc on a une opinion publique par rapport à la retraite, et je viendrai après sur l'agriculture, mais rapidement sur la retraite, on a une opinion publique à 70% qui est soi-disant opposée à la réforme. 93% des actifs est contre. C'est ce que disait absolument, ici des actifs et des actifs sans doute salariés. Et donc du coup, en allant à Rungis d'une part et en allant au salon de l'agriculture d'autre part, il parle également à des millions de Français qui ne se sentent pas concernés a priori par l'âge de départ à la retraite parce qu'ils sont à leur propre compte. Et donc lorsque vous avez des gens qui soient entre autres auto-entrepreneurs à 800 balles par mois ou architectes ou bref exploitants agricoles qui, comme il l'a dit Emmanuel Macron, ne connaissent ni les week-ends ni les quelques jours de vacances parce qu'ils ont un élevage à tenir, il peut essayer de convaincre une partie de l'opinion sur le bien fondé. Donc je ne dis pas qu'il cherche à opposer différentes strates de notre pays, mais quoi qu'il en soit, je crois qu'il cherche à retrouver une certaine légitimité politique auprès d'un public qui n'est pas a priori concerné par la réforme des retraites. Sur l'agriculture, à la fois sur la pêche, il a agi, sur les traités internationaux comme le Mercosur, là pour le coup il nous fait du vrai Macron dans le texte, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Moi ce qui m'a intéressé, c'était l'objet du jour, c'était par rapport à la sécheresse, parce que si on n'a plus d'eau, on n'aura plus de bétail, on n'aura plus rien à produire. Donc pour le coup, je pense qu'il a été à l'essentiel sur l'agriculture, mais que son objectif premier pour moi était plutôt d'amadouer une partie de la population, qui n'est pas concernée par la réforme des retraites. Ouais, de vouloir essayer de débattre, Régis, sur des sujets comme ça qui aujourd'hui sont extrêmement clivants, en sachant en plus que le dossier des retraites est en cours de débat, donc c'est comme s'il enjambait le sujet quelque part. Alors, j'aime bien Benjamin dit qu'il prend la défense de Macron. Je savais que ça te plairait, ça, Régis. Hein, une fois n'est pas coutume. Oui, non, mais c'est sûr, parce que en fait, ce que tu dis, c'est la diversion. C'est de la diversion. Ce que tu disais tout à l'heure à propos de l'affaire Palmade, dont je rappelle, juste très petit incident, Christine. C'est un business aussi, pour l'appareil médiatique, ça rapporte. Bon, mais oui, mais c'est pour ça mais il y a aussi un côté de diversion. Il y a aussi et là, il essaye de gérer. Il a une difficulté avec la réforme des retraites, dont je rappelle quand même que le rejet, c'est aussi le rejet du projet Macron, c'est le rapport de Macron avec les Français. Il est minoritaire dans ce pays, incontestablement, et lourdement minoritaire, même s'il a été élu légitimement. Il a une majorité. Il est contre Marine Le Pen. Oui, mais il est élu. Oui, mais il est élu. Même moi, j'ai voté Macron. Pas tous en même temps. Pas moi. Il est certes. Alors, il est minoritaire. Mais il est légitime. Il est légitime. Pour moi, il n'était pas en question tout processus. Mais il est élu. Et là, effectivement, mais il a perdu le législatif, je le rappelle aussi. Là, il est en difficulté politique. Il est en difficulté politique, et donc, et Benjamin n'a pas tort de dire que, hop, il fait du saupoudrage, il se met en scène. C'est de la communication. Enfin, je veux dire, tout le monde se met en scène, non, dans ce déplacement au salon de l'agriculture. Chacun veut montrer qu'on est près du terroir. Voilà. Quel que soit le candidat. Avec cette réforme de la retraite, il s'est coupé des Français. Et donc, il faut qu'il retrouve un lien avec les Français. Et on voit avec ce salon de l'agriculture que ça va pas être facile. Parce que le lien, il est vraiment coupé. Alors, il va rechercher, on le voit dans la presse ce matin, il va rechercher une nouvelle réforme pour essayer de renouer ce lien. Alors, apparemment, on parle de réforme institutionnelle. Ah oui. Alors, je sais pas ce qu'il va nous sortir encore. Alors, il veut redécouper les régions. Inscrire effectivement l'IVG dans la Constitution. Il veut essayer de
de déconnecter législatives des présidentielles. Il a d'ailleurs pas tort là-dessus. Bon, il y a un certain nombre de choses, mais c'est pas le sujet en ce moment. Enfin, il va avoir effectivement beaucoup de difficultés à essayer de renouer avec les Français, parce que on a eu le débat de la proportionnelle à l'époque, il l'a abandonné. De réduire le nombre des députés, il l'a aussi abandonné. Donc, il a tenté déjà une réforme des réformes constitutionnelles lors de son premier quinquennat. Ça a échoué. Il va essayer d'en refaire une au deuxième. Enfin bon, là on essaye à tout prix. Ça a échoué en 2018 pour la simple et bonne raison. Pourtant, Richard Ferrand s'était mis d'accord avec Gérard Larcher et le président de la République, mais il y a eu l'affaire Benalla à la contre-escarpe, et du coup le projet constitutionnel est tombé à l'eau. Et en novembre 2018, il y a eu les Gilets jaunes. Donc c'est pour ça que c'est tombé à l'eau, mais il l'avait déjà dans les placards. Là, vous avez entendu son grand dada maintenant, c'est redécouper les régions. Enfin, on est tombé sur la tête. On va maintenant redécouper les régions. Non, mais attendez, alors, il cherche quoi? Pour les Français, c'est pas le bon moment, selon un sondage qui a été publié hier. On glisse doucement justement sur ces notions politiques, avec donc la réforme des retraites et donc la main tendue du Sénat, du président des sénateurs LR au Sénat, donc qui a fait hier des propositions sur le texte, en proposant au gouvernement, dit-il, Bruno Retailleau, d'enrichir le texte, notamment sur la réforme des retraites concernant les mères de famille. Est-ce que finalement, à son corps défendant, l'opposition à cette réforme qui fait avancer le texte, qu'on en pense du bien ou du mal, peu importe, mais qui fait avancer et modifier les choses, c'est pas les LR finalement? Attention, les propositions de Bruno Retailleau sur 2 points vont dans le bon sens, c'est-à-dire les seniors et les femmes. Par contre, revoir la clause du grand-père, comme l'a dit mon ami François-Xavier Bellamy, mais on est tombé sur la tête. On est déjà, alors là, on se met la SNCF, on se met tous les corps de métier à dos. Enfin, on va pas revoir aujourd'hui la clause du grand-père sur les régimes spéciaux. Enfin, c'est tombé sur la tête. Le gouvernement a fermé la porte. Ah ben, j'espère, parce que là, vraiment, les LR, là, ils me déçoivent. Pour moi, c'est plus un moyen de pression de la part des LR. Nous, on a envie d'avancer sur les seniors, on a envie d'avancer sur les femmes, et on a envie que cette réforme des retraites passe, parce que Valérie Pécresse s'était déclarée candidate en prônant les 65 ans. Je rappelle qu'Éric Zemmour avait proposé 64 ans. Donc je pense qu'il y a une certaine cohérence chez les LR, mais là, il y a peut-être un rapport de force. Bon, vous nous laissez passer ça, parce que sinon, on va retoucher à la clause du grand-père. Donc il y a peut-être aussi un jeu de bonneteau et de deal et de relations sociales que Bruno Retailleau c'est aussi maîtrisé. Très bien faire. Il est très habile là-dessus. Moi, je pense qu'il y a une certaine cohérence finalement vis-à-vis des Républicains. Quand je vois des gens qui ont prôné la retraite à 65 ans et 64 ans il y a un peu moins d'1 an, et qui aujourd'hui sont les premiers dans la rue à dire mon Dieu, ça sent mauvais, je trouve que c'est d'une hypocrisie. Et lorsqu'on veut essayer de rapprocher les Français de la vie politique, autant essayer d'avoir une certaine constance. Et ce n'est pas un effet et une émotion du pays contre la politique en général d'Emmanuel Macron qui va faire retoquer une réforme qui, pour moi, est utile. Régis, on vous a pas entendu donc sur la main tendue des LR au gouvernement, qui a l'air de vouloir bien prendre cette main tendue sur certains sujets de la réforme. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il faut qu'il se construise une majorité. Il l'a pas. Donc alors le 49.3, l'utilisation d'une procédure que je trouve limite inconstitutionnelle. Le 47.1 d'abord. Exactement. Oui, mais je prends le 49.3. Oui, 47.1, c'est ça ce que tu voulais dire. C'est-à-dire un débat écourté en 9 jours à l'Assemblée nationale. Dans la tête des gens, c'est cette arme-là. Donc, le problème, c'est que sur le comportement d'Emmanuel Macron, beaucoup de gens se sont posé la question. C'est son dernier mandat. Il lui reste quand même 4 ans. C'est long. Bon, toujours est-il que qu'est-ce qu'il va faire, comment il va l'occuper? Or, les problèmes de ce pays, aucun n'est véritablement traité. La France est le pays qui, proportionnellement, est le plus désindustrialisé de l'UE. C'est quand même extraordinaire. On a des difficultés, on a les grandes fonctions régaliennes qui reculent. Moi, excusez-moi, la justice, c'est un désastre budgétaire, un désastre matériel. Et donc, on met des pansements sur des jambes de bois. La question de la sécurité reste extrêmement importante dans la tête des gens. Et là, on est en train de nous dire, on va redécouper les régions. Ah bon, d'accord. Alors, c'est vrai que le grand François Hollande avait bousillé un système qui marchait.
avec les 26 régions. Il les a redessinés sur un coin de table. Ça a coûté une fortune et ça ne marche pas. Mais alors maintenant... Ça marche pour certaines régions quand même. Par contre, effectivement, ça marche pas pour d'autres, comme le Grand Est, où effectivement... voilà, bon, enfin, on va pas revenir sur ce débat. On reparlera du découpage des régions rapidement, parce qu'on va s'arrêter. Et je voudrais qu'on parle des médecins. Puisqu'enfin, le débat va quand même entrer dans sa vraie un vrai débat sain. Oui, 2 semaines. On va fermer la buvette aussi. On va fermer la buvette. Je lisais le papier de la buvette de l'Assemblée nationale. Allez, on s'arrête un court instant parce que je voudrais qu'on ouvre pour le dernier quart d'heure. François Braun, le ministre de la Santé, qui a déclaré ce matin, qui a dénoncé l'absence de responsabilité de la part des médecins libéraux qui refusent donc la nouvelle tarification proposée par la Caisse nationale d'assurance maladie. 1,50 € de plus ou 30 € à condition de faire un peu plus. On va voir ce que vous en pensez. Et là aussi, vous pouvez réagir 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. En compagnie de Nicolas Jeanneté, Régis de Castelnau et Benjamin Cauchy, on ouvre le dossier de la consultation médicale. Vous le savez, en ce moment, donc il y a les négociations en cours entre la Caisse nationale d'assurance maladie et les syndicats de médecins généralistes et spécialistes. Et donc la proposition qui est faite par la CNAM aujourd'hui, c'est donc de revaloriser la consultation du médecin à d'1,50 € pour une consultation classique. Et puis si le médecin est d'accord pour s'engager dans un processus augmenté, la consultation passerait donc à 30 €. Les syndicats de médecins ont jusqu'à demain soir, donc fin du mois de février, pour se prononcer, mais ils ont d'ores et déjà dit que c'était absolument impensable de signer ça. Ce matin, leur ministre leur dit et déplore surtout que ces médecins libéraux soient complètement absents de responsabilité par rapport à c'est 1,5 milliard. Christine, quel mépris vis-à-vis des médecins. On vous donne 1,50 €, ça vous fera 26,50 €. Et donc ça vous fera le 13e mois. Mais c'est pas ce que demandent les médecins. Les médecins demandent moins de charges de travail, moins d'administratifs. Notamment, j'ai mon cousin qui est médecin en province à Poitiers. Et ce qu'il demande, c'est quoi? C'est moins de charges administratives pour se payer une secrétaire et pouvoir mieux soigner. Enfin, François Braun est complètement déconnecté. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, c'est pas du tout la réponse attendue par les médecins. Et il faut réagir vite. Enfin, alors, le ministre de la Santé, sur les contreparties pour ceux qui passeraient à 30 €, on le rappelle. Il faut travailler le week-end, il faut aller dans des déserts médicaux. Voilà, il faut voir au moins 1200 patients, ou employer un assistant médical, ou effectivement faire des gardes de nuit, ou travailler dans un désert médical, ou encore le samedi matin. Et il répond ceci: il faut que les médecins cochent 2 cases. Quand on dit que faire une garde, c'est une garde par mois, c'est quand même pas le bout du monde, dit-il. Donc voilà un petit peu la réflexion que fait et le bras de fer qui est en train de s'installer. En province, les médecins font déjà des gardes. Mon cousin fait déjà des gardes le week-end. Régis, est-ce que là, il y a un front médical qui s'ouvre de contestation de longue durée entre, on va dire, le ministre, la CNAM et les médecins libéraux? Nécessairement. D'abord parce que effectivement le système de santé français dont on était si fier ne va pas bien. Il ne va pas bien. Et le front des médecins libéraux qui est tout à fait essentiel, oui, des déserts médicaux comme par hasard. On a eu des stratégies, on a le numerus clausus, on a mis en œuvre des politiques qui nous retombent dessus aujourd'hui, et on essaye de faire payer la facture aux médecins libéraux. Nicolas a tout à fait raison. Oui, une garde par mois, c'est pas le bout du monde, mais faut voir la vie qu'ils ont. Faut voir comment ils doivent galoper. Alors je parle même pas des zones difficiles. Je parle même pas des quartiers comme le 93 où ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Paris, on a des déserts médicaux. Mais de la part d'un ministre qui est quand même qui a été patron du SAMU, enfin qui connaît parfaitement la musique, comment peut-il comprendre que ça ne choque pas qu'il est déconnecté. Après, il y a les contraintes budgétaires. C'est 1,5 milliard d'euros de plus. Oui, ça représente 1,5 milliard, oui. Benjamin. Oui, encore une fois, si on pouvait essayer de prendre le problème de façon globale, un petit peu comme pour cette histoire de logement tout à l'heure, il y a aussi une réalité. Autant que possible, c'est peut-être parce que je suis allé en Ariège la semaine dernière, mais plus sérieusement, il y a beaucoup de médecins qui se limitent à un certain nombre de consultations, que ce soit par exemple des ophtalmos, que ce soit des dentistes, que ce soit de certains métiers, de certaines professions spécialisées
libéralisés qui se refusent à prendre un certain nombre supplémentaire de patients parce que sinon, fiscalement, ils se font massacrer. Donc, il y a à la fois une pénalité à l'entrée avec une consultation qui est insuffisamment payée au regard des charges d'aujourd'hui, des attentes de la médecine d'aujourd'hui, de cette nécessité de redéployer des médecins partout sur le territoire et pas seulement là où c'est rentable pour s'occuper des baby-boomers, des papy-boomers, pardon, qui ont une belle retraite. Il faut aussi s'occuper des gens qui sont à la campagne. Donc, il y a à la fois ce problème à l'entrée, mais aussi ce problème fiscal à la sortie. Et donc, il pourrait peut-être y avoir une planche de salut pour M. Braun, c'est de travailler peut-être avec M. Bruno Le Maire et voir de quelle manière on peut aussi accompagner les médecins sur le fait de ne pas être surchargés fiscalement à partir du moment où ils passent un stade et une strate de patients. Pour moi, c'est pas idiot de demander à des médecins d'aller refaire des gardes. Ça va soulager les dépenses publiques et les infrastructures hospitalières. Donc, il y a tout ça à mettre dans la balance. En revanche, 30 balles, c'est l'aumône. Régis, alors justement, sur les droits et les obligations des médecins, aujourd'hui, est-ce que c'est un modèle qui est en train de... Le médecin généraliste, tel qu'on l'a connu, le médecin de nos grands-parents qui suivait toute la famille. J'entendais le président de SOS Médecins... Il bosse que 7 mois par an, sinon ils sont massacrés à 40%. J'entendais le patron de SOS Médecins qui disait « Nous, on se bat juste pour garder la visite à domicile », quelque chose qui est en train de disparaître. Régis. Mais... moi, je me suis installé à la campagne. Merci le premier confinement. Je dois être un des seuls. J'ai été surpris. On y est bien. Effectivement, en Provence, je suis jamais reparti, donc j'ai bien fait. Mais je vois ce qu'implique la présence sur le terrain de cette médecine libérale. Elle est tout à fait indispensable. Elle est complètement indispensable. Alors, ils se regroupent. Et Benjamin a raison. Non, mais est-ce qu'on doit lier, est-ce que la CNAM a raison de dire on augmente la consultation à condition de remplir certains critères, de dire voilà, il y a des gardes à faire comme ça se faisait à une certaine époque. Est-ce que ça, c'est pas entendable? Je pose une question. Déjà. On a quand même évolué avec ces maisons de santé, à la fois dans les milieux ruraux et même à Paris, dans le 11e arrondissement, dans le 15e aussi. On a créé 4 maisons de santé avec plusieurs médecins dans la même maison. Mais même ça, aujourd'hui, j'ai essayé d'appeler ce week-end la maison de santé avec qui je suis en lien pour mon fils, etc. Eh ben, les médecins n'étaient pas là, ils revenaient que lundi parce qu'on est en période de vacances, etc. Donc je pense qu'il y a une attractivité du métier et de toute façon, il faut augmenter, comme tu le disais, 30 €. C'est rien aujourd'hui, c'est rien. Non, mais moi, je voudrais ajouter une chose là-dessus. Mais c'est avec la question des contreparties. Oui, on vous donne l'aumône et on demande des contreparties. C'est-à-dire que c'est une caporalisation. Parce que s'il y a contrepartie, il y aura contrôle. Non mais il y avait la possibilité aussi de l'obligation d'installation. On le sait aussi que ça, c'est le ministre a dit il n'en est pas question, ça ne marchera pas. Mais est-ce que de demander des contreparties, ça vous paraît une fausse bonne idée, Régis? Ben oui, de cette façon-là, c'est clair. De cette façon-là, c'est clair. Il faut passer à 50 €. L'aumône. Oui. On vous donne l'aumône, mais il va falloir que vous travailez plus. C'est pas des négociations, ça se dit pas. Ça à des gens qui ont fait 7 ans de médecine, qui travaillent comme des fous, week-end compris, et leur dire ça. C'est un problème de communication et de dialogue avec les médecins. Ça se fait. Et je suis déçu de François Braun, qui est lui-même médecin. Je comprends pas. Médecin d'hôpital. Donc l'affaire, pour l'instant, c'est un niet de la part des médecins. Donc faute d'un accord, la convention ne pourra pas être adoptée. La CNAM ne s'en remettra à un arbitre pour écrire donc le futur texte. Et l'arbitre qui a été désigné, c'est Annick Morel, une ancienne inspectrice générale des affaires sociales. Donc c'est le sujet de la semaine, le tarif de la consultation chez le médecin. Rapidement, petit tour vers le pouvoir d'achat des Français. Ce matin, le patron de Système U notait que l'inflation aujourd'hui entre 10 et 15%, et lui ne voyait pas d'éclaircie, contrairement à ce que disait Bruno Le Maire, et s'attendait à ce que les prix prennent 10% encore de plus que l'inflation aujourd'hui. Est-ce que la politique du chèque va continuer et doit continuer, Nicolas? Non, je ne pense pas qu'il faut qu'elle continue, mais en tout cas, il faut par exemple... Pourquoi on a abandonné ce fameux panier anti-inflation? Oui, on l'a abandonné. Alors apparemment non, c'est une petite... Ah, c'est revenu maintenant lundi, on était ensemble, c'était abandonné. Vendredi, on apprenait que c'était encore un peu sur la pile. Bon, il faut revenir, pas sûr. Effectivement, à ce panier anti-inflation, que tous les Français aient au minimum le panier avec des prix. Mais il y a d'autres solutions. On pourrait, sur des produits de première nécessité, supprimer la TVA. Enfin, il y a plein de
solutions qui n'ont pas été envisagées et qui font qu'aujourd'hui, on le voit, même nous, au quotidien, on le voit dans les supermarchés, ça a augmenté de 13 à 15% et ça va augmenter au mois de mars. Donc, c'est inquiétant. Moi, je crois qu'il ne faut pas généraliser. Attendez, Régis. Rapido, Régis. Je ne pense pas qu'il faille continuer cette politique du chèque, qu'on continue à aider les gens qui sont véritablement dans le besoin par rapport à des critères de ressources. Je ne pense pas que ça soit intéressant pour quelqu'un qui gagne 4 500 balles par mois d'avoir 10 centimes de réduction sur son paquet de pâtes. Je crois qu'il peut les absorber sans problème. En revanche, il y a une solution pour le pouvoir d'achat, c'est de baisser drastiquement les charges qui pèsent sur les salaires. Parce que qui parle d'inflation parle de salaire et de capacité à pouvoir acheter de la nourriture. Je parle bien de la nourriture. Les employeurs ne peuvent pas faire plus, les salariés ne peuvent pas faire moins. Donc c'est par ce biais des charges, en baissant les charges, que l'on pourra redonner du souffle sans tuer nos entreprises. Je crois encore une fois qu'il faut regarder les choses de façon beaucoup plus globale. Sortons le nez du caddie et regardons un petit peu ce qui se passe dans le porte-monnaie. Régis. Mais bien sûr, mais de nouveau pansement sur les jambes de bois. Alors sans remettre le patron de Système U, il dit je suis pas d'accord avec les prévisions de Bruno Le Maire. Sans se rapporter aux prévisions de Bruno Le Maire, chacun sait très bien ce que ça vaut. Le pic d'inflation, c'était l'année dernière déjà. Donc c'est le problème de l'inflation. Comment on la traite? Qu'il y aurait un pic d'inflation au mois de mars. C'est donc un problème économique majeur. Et effectivement, je suis désolé. Le caddie, c'est plus 15, facile. 15,4. En février glissant. Oui, non, mais je veux dire, je vous parle de ma pratique. Donc, oui, c'est ça, on regarde. Il faut un panier anti-inflation en fonction des revenus pour aider les Français qui souffrent le plus. Mais comment vous faites? Il faut un système. Ouais, mais les Espagnols, tu vois, l'ont fait, c'est 40 milliards d'euros. Les Espagnols l'ont fait, c'est 40 milliards d'euros. Donc est-ce qu'on est prêt à, surtout qu'on n'a pas d'argent en France, est-ce qu'on est prêt à s'endetter à 2,96% ce matin sur 40 milliards d'euros pendant un an, voire par an si ça continue pendant des années, ou est-ce qu'on va chercher l'argent? Il faut aller négocier avec Christine Lagarde. Je pense qu'il faut taper dans les dépenses publiques et qu'on arrête de financer toute la place. Allez, c'est un vrai sujet. C'est de la dépense publique. Tu as entièrement raison là-dessus. Que ce soit pour les médecins, la bouffe, pour tout. Allez, il y a des économies à faire, on peut encore en faire. Allez, merci beaucoup à tous les trois pour ce débat. Aujourd'hui, Régis de Castelnau, Nicolas Jeantet, Benjamin Cauchy, merci infiniment. Le démarrage de cette semaine sur les chapeaux de roue. Vous allez aller au salon de l'agriculture? J'y vais, j'y pars. En plus, c'est la journée de la région Normandie. Donc je vais y passer toute la journée avec mon président. Bon camembert. Allez, merci beaucoup. Nous on se retrouve dans un instant avec Olivier. On va parler effectivement télévision avec le journaliste Olivier Delacroix. Et on se retrouve demain aussi pour les débats. Très belle journée à tous. À demain.